Parlons à présent des enjeux de marché avec Frédéric Leroux à mes côtés de Carmignac, gérant global et responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis cette convention Patrimonia à Lyon pour évoquer le monde selon Trump. C'est le dernier petit édito que vous avez écrit il y a quelques semaines à peine, Frédéric. On a 8 mois de recul sur la stratégie, la mise en place de la stratégie de l'administration Trump depuis son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Qu'est-ce que vous en retenez entre le bruit permanent et les tendances de fond qui s'installent? J'ai tendance à dire qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Je crois que c'est extrêmement clair sur l'aspect des droits de douane. Tout le monde s'est amusé, s'est gaussé en disant Trump's always chickens out, autrement dit, il se dégonfle toujours. Il ne s'est pas dégonflé, il a commencé à 60 pour arriver à 15. C'est sa méthode, c'est dans son livre The Art of the Deal, c'est le playbook. Il commence par sidérer, comme ça après 15% ça devient acceptable. Et on a vu comment c'était devenu acceptable pour l'Europe par exemple. Donc il met en œuvre son programme. Il a été extrêmement fort sur l'immigration, probablement un peu trop. Mais donc pareil, c'était une promesse, elle est tenue. Il va un petit peu au-delà même de ses promesses avec la Fed, peut-être qu'on en parlera après, en essayant d'en prendre plus ou moins le contrôle. Et puis alors ce qu'on peut dire, c'est là où il s'est un petit peu planté, c'est 24 heures pour régler la guerre en Ukraine. Bon là c'est plus compliqué. Il a essayé, il n'y est pas arrivé. Mais j'ai envie de dire en tout cas sur le programme économique, il délivre complètement. Et je pense que derrière ça, contrairement quand même à ce que beaucoup d'observateurs estiment, il y a une vraie stratégie derrière avec une vraie finalité. Même si on a le sentiment que c'est des allers-retours, des contradictions, des négations, je crois qu'on va vraiment vers quelque chose de très précis concernant la politique de Trump. Et donc si on reste dans la dimension macro, mais on peut élargir à ce qu'on appelle la géoéconomie aujourd'hui, Frédéric, la finalité c'est quoi? C'est obtenir une croissance nominale plus forte aux États-Unis que ce qu'on a pu avoir au cours des cycles précédents? Exactement. C'est-à-dire qu'on a connu plein de belles années de désinflation, de taux très bas, qui auraient probablement pu théoriquement conduire à une baisse de l'endettement, notamment d'État. On a eu l'inverse partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, Trump est en train exactement de créer les conditions d'une croissance nominale forte, croissance réelle plus inflation, pour réduire le ratio dette sur PIB. Alors, c'est une vision personnelle. Il faudra un peu de temps quand même pour confirmer que c'est bien l'intention de Trump et des gens quelquefois très intelligents qu'il a autour de lui. Pas le cas de tout le monde, mais certains d'entre eux le sont vraiment. Réduire l'endettement pour redonner de la liberté finalement. C'est un petit peu ça sur le plan économique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump travaille pour les gens qui ont voté pour lui. Il travaille pour la classe moyenne. Il travaille, ce qu'on va dire, pour Main Street. Et probablement, on va découvrir progressivement qu'il travaille moins que ce qu'on pense pour Wall Street. Qu'est-ce qu'il voit, Trump? Il voit des gens qui ont envie qu'on s'occupe d'eux, qui ont certes le plein emploi, parce qu'aux États-Unis, on n'est pas loin, et ça fait quelques années que ça dure. Et bravo sur ce plan-là pour toutes les politiques qui ont été menées avant. Mais ce plein emploi n'a pas du tout mené à des gains de pouvoir d'achat. C'est au contraire un déclassement progressif de la classe moyenne américaine, mais pas seulement américaine d'ailleurs. En Europe, je crois qu'on peut dire ça dans beaucoup de pays. C'est la mondialisation malheureuse. D'où cette volonté d'un nouvel isolationnisme, qui est une tendance historique américaine. Et là, ça revient, et j'ai envie de dire, à la demande du peuple. Donc, travailler pour que le peuple ait le plein emploi et probablement aussi une vie un peu meilleure, qu'on sorte de ce déclassement. Si ça passe par une croissance nominale plus forte, ça veut dire que ça passe aussi par plus d'inflation, donc par des taux d'intérêt plus élevés, donc à terme par des valeurs d'actifs chèrement valorisées qui souffrent un peu au profit de Main Street. Donc un grand retournement, une grande rotation. C'est ça. Bon, c'est une idée, c'est peut-être. Il y a quand même une contrepartie ou un prix à payer à cibler une croissance nominale plus importante, et notamment avec la partie inflation qui sera sans doute plus élevée que 2% en moyenne désormais. Frédéric, c'est une conviction forte chez vous? Alors c'est une conviction au moins personnelle qui a justifié d'ailleurs qu'on monte un fonds exactement sur cette dédié solution à ce thème-là, dédié à l'inflation pour les 10 ans qui viennent.
C'est pas consensuel, mais à la limite, ça me satisfait, ça me réconforte. C'est une que ce position soit qui ne vous dérange pas. consensuel, voilà. Et donc oui, ça veut dire qu'il y aura des taux d'intérêt plus élevés, c'est clair. Donc effectivement, une économie qui va plus fonctionner de la même façon. Avant, on arrivait au plein emploi en augmentant la valorisation des actifs, en créant donc un effet richesse positif pour les détenteurs d'actifs qui pouvait se matérialiser en consommation additionnelle, qui créait justement la demande et l'emploi. Aujourd'hui, je pense que progressivement, on va aller davantage en ciblant ce qu'on veut traiter, à savoir le pouvoir d'achat. Et c'est très paradoxal, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend souvent, c'est « Oh, s'il y a de l'inflation, la première victime, c'est la classe moyenne ». Or, si on réfléchit bien à des périodes de l'histoire pas si lointaines que ça, prenons par exemple les 30 Glorieuses en France, les 30 Glorieuses se sont faites pour une bonne part dans une période inflationniste pendant laquelle la classe moyenne a émergé et pendant laquelle on pouvait acheter sa maison avec des taux d'intérêt à 15%. C'est ça, Tandis que là aujourd'hui, avec des taux à zéro, nos enfants ne peuvent plus acheter de maison parce que la valeur est trop chère. Et donc je pense qu'il faut, je ne dis pas que c'est le schéma de base qu'il faut absolument intégrer dans sa gestion et dans sa vie, mais il faut être prêt à quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'une remise en cause importante de tout ce qu'on pense avoir appris des 2 dernières décennies. Et ça passe par une mise au pas de la Réserve fédérale américaine, Frédéric ? Forcément, parce qu'une réserve fédérale américaine complètement indépendante ne laisserait jamais se développer ce programme d'une croissance économique nominale forte avec une inflation qui monte. Et donc là, il faut au moins, dans l'esprit de Trump et des gens qui le conseillent, que la Fed ne soit pas un ennemi complètement orthogonal de cette politique qui vise à faire de la croissance nominale forte. Et donc il faut au moins que la Fed soit un petit peu en retard dans ses réactions de resserrage monétaire et un petit peu à l'avance dans le cas inverse, où au contraire il faut libérer un petit peu la liquidité. C'était d'ailleurs une position que défendait une Janet Yellen à l'époque, mais dans un autre monde, celui où on se battait contre la désinflation permanente, la grande modération salariale. Le monde a changé depuis, Frédéric. C'est un jeu dangereux, il y a un risque quand même lié à cette perte, ce sentiment de perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va mesurer le succès de la politique économique de Trump ? Est-ce qu'on va se faire peur à certains moments avec une croissance qui pourrait être peut-être pas toujours au rendez-vous au moment où on l'attend, par exemple ? Oui. Non, c'est sûr que je pense que le pari, si c'est celui-là, il est quand même un peu dangereux. Mais dans le monde actuel, avec les excès qu'on a surtout sur la dette, etc., j'ai envie de dire tout est dangereux. Ne rien faire, trop en faire, tout est dangereux. Pour moi, le juge de paix, ou en tout cas la jauge qui dira ça marche pas, c'est le ratio dette sur PIB. Plus que la santé de Wall Street ou le prix du mètre carré américain de l'immobilier. Parce que justement, la cible, c'est Main Street, c'est plus Wall Street. Et d'ailleurs, Scott Bessent l'a dit lui-même, il a dit le focus de Trump, c'est Main Street, Wall Street s'en sortira très bien toute seule. Mais donc on n'est plus là pour faire monter Wall Street. Ça peut monter très bien en conséquence, ça peut ne pas. Si les taux montent très fort, il y a des secteurs qui en souffriront plus que d'autres, notamment ceux sur lesquels tout le monde est très largement positionné. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Mais le juge de paix, la jauge du succès ou de l'échec, c'est le ratio dette sur PIB. Et je pense qu'effectivement, si les Américains, par cette volonté politique, économique, arrivent à le faire baisser, eh bien, on aura probablement tous la solution pour régler la dérive qu'on a observée depuis 10 ou 20 ans. Ça implique une baisse continue du dollar, partant de la baisse déjà consommée, j'ai envie de dire, sur les 6-8 premiers mois de l'année, là, Frédéric ? Alors, il y aurait 2 facteurs structurels de dépréciation du dollar, mais il y en a un 3e facteur structurel qui pourrait peut-être inverser la donne, ou en tout cas la ralentir. La première raison d'une poursuite de dépréciation du dollar, ce serait une Fed tellement dovish, donc favorable à des taux plus bas, qui fait que comparativement aux autres régions du monde, les taux américains seraient très bas et donc feraient baisser le dollar par rapport aux autres devises. Phénomène classique. Le deuxième facteur, qui est un petit peu moins évident, mais qui historiquement se montre très bien, c'est si les taux montent aux États-Unis aussi à cause de l'inflation, il n'est pas impossible que les valeurs de croissance souffrent un petit peu plus que les autres parce qu'elles sont plus chèrement valorisées. Donc ce sont elles qui ont un price earnings plus élevé, qui seraient la victime principale d'une hausse des taux durables. Donc on vendrait une partie de nos actifs américains, ce faisant on vendrait du dollar, pour aller dans les autres régions du monde plus cycliques, puisque là on retrouverait des opportunités très value, bon marché.
des deux facteurs qui sont baissier dollar. Je vends mes actions américaines, donc je vends le dollar. Et le troisième facteur qui est dans l'autre sens, il est intéressant aussi, c'est-à-dire si jamais cette politique marche, eh bien à terme, ça veut dire qu'il y a vraiment plus de croissance. Or, la relation la plus claire à long terme sur la valorisation du dollar, elle se fait avec le différentiel de croissance américain par rapport au reste du monde. Ouais. Donc si la politique réussit, finalement le dollar pourra devenir plus fort. Ouais. Bon, j'ai pas envie de faire le pari, je ne sais pas du tout ce qui se passera. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à moyen terme, on est plutôt dans cette dynamique des taux qui montent, peut-être un petit peu de rattrapage des autres marchés mondiaux qui conduirait à une poursuite de la dépréciation du dollar qui serait extrêmement favorable à l'univers émergent et potentiellement aussi aux matières premières, donc à des thématiques qu'on a oubliées dans nos portefeuilles. Et donc ce qu'on voit se développer, alors qu'on a oublié pendant très longtemps, mais ce qu'on voit se développer sur les marchés depuis le début de l'année, les marchés globaux, actions par exemple, c'est que certes le Nasdaq est en hausse, mais corrigé du dollar, la hausse est déjà beaucoup moins importante, alors qu'on a des performances par exemple impressionnantes pour des marchés d'actions en Chine aujourd'hui. La Chine a démarré son rebond quand elle a... l'Europe aussi tient bien de ce point de vue-là. Elle a bien tenu, elle a un petit peu plus de mal maintenant, mais c'est vrai qu'entre la fin de l'année dernière et une bonne partie de cette année, elle a connu un rattrapage à l'égard des US qui était d'une ampleur rarement vue. Probablement lié au positionnement très négatif sur l'Europe au départ, très positif sur les États-Unis, et donc cette rotation qui s'est un peu faite. La Chine, parce qu'on en parle, mais c'est même pas le marché le plus fort, d'ailleurs c'est la Corée. Oui, Kospi, bien sûr. Mais la Chine a commencé son rebond quand certains ont commencé à la déclarer ininvestissable. À ce moment-là, quand on déclare un pays ininvestissable, c'est franchement tout le monde a vendu. Oui, c'est ça. Et donc, à la moindre bonne petite nouvelle, il faut revenir dessus. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que ce rebond chinois très fort se fait malgré des données macroéconomiques qui continuent à être extrêmement mauvaises. Ouais. Et donc, c'est bien une question de positionnement et simultanément peut-être d'anticipation à plus long terme d'une Chine qui finalement parvienne à trouver le moyen d'arrêter le ralentissement, redonner confiance à ses ménages, probablement en traitant définitivement la question immobilière, et à partir de là, transformer l'économie chinoise en économie consommatrice. Ça peut être un tournant structurel quand même. Ah, pour moi, ça fait partie de cette grande rotation inflation, où les Chinois, après avoir imprimé la déflation depuis qu'ils sont dans l'OMC, vont devenir au contraire consommateurs, donc vont imprimer de l'inflation au reste du monde. Donc vous voyez la Chine qui pourrait devenir inflationniste, l'Allemagne qui maintenant va dépenser des milliards dans l'armement, dans l'infrastructure, qui va enfin participer positivement à la croissance mondiale, et les États-Unis qui vont s'occuper de la classe moyenne qui va consommer 100% de ce qu'elle va gagner en plus. S'il n'y a pas d'inflation avec ça, je ne sais pas ce qu'on aura. Bon, on suivra ça avec vous, Frédéric. Merci beaucoup pour vos convictions et pour être venu les exposer sur Be Smart for Change, évidemment, dans Smart Bourse, à l'occasion de cette convention Patrimonia à Lyon qui se tient cette semaine.